Parfois, c'est dans le silence d'une chambre d'hôpital que les vérités les plus profondes se révèlent. Pas dans les livres, pas dans les conférences, pas dans les longues années d'études. Dans ce silence-là particulier, un peu suspendu, où une personne âgée pose son regard sur ce qui a été et où le mot regret prend enfin tout son poids. J'ai eu la chance, dans ma vie de psychiatre et de clinicien, de rencontrer beaucoup de ces personnes. Des femmes et des hommes en fin de vie ou simplement en fin de parcours actif qui acceptaient de me parler. Pas de leur maladie, pas de leurs médicaments, de leur vie, de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils n'avaient pas fait. Et souvent, après quelques minutes d'hésitation, après avoir regardé par la fenêtre, comme pour chercher les mots justes, ils me disaient quelque chose qui ressemblait à ceci. Vous savez, si c'était à refaire. Cette petite phrase. Si c'était à refaire. Elle m'a accompagné pendant des années. Je me suis demandé ce qu'elle contenait réellement. Était-ce de la tristesse, de la sagesse, les deux à la fois peut-être? Et progressivement, j'ai compris que ces regrets que m'exprimaient ces hommes et ces femmes n'étaient pas des plaintes. C'étaient des cadeaux, des cartes transmises à ceux qui avaient encore du chemin devant eux, des messages glissés sous la porte du temps. Aujourd'hui, je voudrais vous partager ce que j'ai recueilli au fil de ces rencontres, de ces lectures, de ces années d'écoute. Non pas pour vous attrister, non pas pour vous faire peur du vieillissement ou de la mort, mais pour vous offrir ce que ces personnes m'ont offert, une boussole. Quelques repères simples, humains, accessibles, pour ne pas attendre la fin du chemin, pour comprendre ce qui comptait vraiment. Parce que la grande vérité que j'ai apprise, c'est celle-ci. Les regrets des personnes âgées ne portent presque jamais sur ce qu'elles ont fait. Ils portent sur ce qu'elles n'ont pas fait, sur les mots qu'elles n'ont pas dits, sur les risques qu'elles n'ont pas pris, sur les moments de tendresse qu'elles ont reportés à plus tard et que plus tard n'a jamais livrés. Je pense à Marguerite, une femme de 82 ans que j'ai suivie pendant plusieurs mois, ancienne comptable, très organisée, très rigoureuse dans sa vie. Elle me disait avec un sourire doux et un peu mélancolique. J'ai très bien tenu mes comptes, docteur, mais je n'ai pas très bien tenu mes liens. Cette phrase, je l'ai méditée longtemps. Elle contenait à elle seule une leçon de vie entière. Alors, ensemble, dans les prochaines heures, nous allons explorer ces 7 choses que les personnes âgées regrettent trop tard. 7 thèmes, 7 territoires de la vie humaine où, si nous y portons notre attention aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, nous pouvons encore changer quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Et parfois, quelque chose, c'est énorme. Je vous invite à écouter confortablement, sans chercher à tout retenir. Laissez simplement les mots traverser votre conscience comme une lumière douce traverse une fenêtre. Ce qui doit rester restera, ce qui doit toucher touchera. Commençons. Le premier regret que j'ai entendu le plus souvent, celui qui revenait comme une marée régulière dans les conversations avec des personnes en fin de vie, c'est celui-ci. Avoir vécu la vie des autres plutôt que la sienne. Cela peut sembler évident, presque banal, quand on l'entend pour la première fois. Mais laissez-moi vous dire ce que cela signifie vraiment, dans la chair des existences que j'ai croisées. Henri avait 79 ans quand je l'ai rencontré. Fils d'un artisan, il avait repris l'entreprise familiale parce que c'était ce qu'on attendait de lui. Toute sa vie, il avait fait ce qu'il fallait faire. Il avait été un fils obéissant, un mari convenable, un père présent. Mais quand je lui demandais « Et vous, Henri, qu'est-ce que vous auriez voulu faire ?» ses yeux changeaient d'expression. Il y avait quelque chose là, dans ce regard, quelque chose de vivant, qui voulait sortir. « J'aurais voulu être musicien, » me dit-il un jour, presque à voix basse, comme si cette phrase était encore dangereuse à prononcer. J'aimais tellement la musique, mais mon père disait que ça ne nourrit pas son homme. Il n'avait jamais osé.
Il avait fait taire cette voix intérieure. Et à 79 ans, cette voix lui revenait, pas avec colère, mais avec une tristesse tranquille, comme un ami qu'on n'a pas su garder. Qu'est-ce que cela nous apprend sur nous-mêmes ? La psychologie nous dit quelque chose d'important. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Nous avons besoin de l'approbation des autres pour survivre, surtout dans l'enfance. Et ce besoin d'approbation, s'il n'est pas progressivement traversé, dépassé, intégré, peut devenir une prison confortable souvent. Une prison que nous ne voyons même pas, parce que les barreaux sont faits de bonnes raisons. Je fais ça pour ma famille. Je ne peux pas décevoir mes parents. Ce n'est pas raisonnable. Les autres pensent que ces phrases, nous les connaissons tous. Nous les avons dites, nous les avons pensées. Et parfois, elles sont justifiées. La vie implique des compromis, des adaptations, des renoncements nécessaires. Je ne suis pas en train de vous dire que chaque désir doit être satisfait, que chaque envie mérite d'être poursuivie, coûte que coûte. La vie adulte, c'est aussi l'art de choisir ce à quoi on renonce. Mais ce que les personnes âgées regrettent, ce n'est pas d'avoir renoncé à certaines choses, c'est de n'avoir jamais osé se demander « Qu'est-ce que moi, je veux vraiment ?» C'est d'avoir passé toute une existence à répondre aux attentes des autres sans jamais avoir pris le temps de formuler les siennes propres. Il y a dans la tradition bouddhiste une image que j'aime beaucoup. Elle dit que chaque être humain naît avec une musique particulière à jouer dans le monde. Pas une musique meilleure que celle des autres, pas une musique plus importante. Sa musique. Et la question que cette tradition nous pose, c'est: est-ce que vous jouez votre musique ou est-ce que vous jouez la partition que quelqu'un d'autre a écrite pour vous? Cette question, je vous invite à la laisser résonner un moment. Ne cherchez pas tout de suite une réponse. Juste, laissez-la être là. Dans ma pratique clinique, j'ai souvent observé que les personnes qui ont le plus de mal à s'affirmer, à exprimer leurs propres désirs, ne sont pas des personnes égoïstes qui se battent contre leur nature. Ce sont très souvent des personnes extrêmement généreuses, extrêmement attentives aux autres, qui ont appris très tôt que leur valeur dépendait de leur capacité à plaire, à satisfaire, à ne pas déranger. Ces personnes-là ont développé ce que nous appelons en psychologie un moi conformiste, un soi adaptatif, qui s'est si bien adapté au monde extérieur qu'il a presque oublié ce qu'il aimait de l'intérieur. Le signe que cela se passe, souvent, c'est une certaine forme de vide, un sentiment diffus, pas toujours identifiable, que quelque chose manque. On a tout ce qu'il faut, on a une vie correcte. Mais il y a cette sensation, parfois au réveil, parfois le soir avant de s'endormir, que cette vie est la vie de quelqu'un d'autre, que vous êtes en train de la regarder de l'extérieur, un peu comme spectateur d'une pièce dont vous êtes pourtant l'acteur principal. Reconnaissez-vous quelque chose de cela ? La bonne nouvelle, et je dis cela avec conviction parce que je l'ai vu, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à s'écouter. Pas à 30 ans, pas à 50 ans, pas à 70 ans. Les travaux du psychologue Erik Erikson sur le développement de l'identité tout au long de la vie nous montrent que l'être humain reste capable de croissance, de redéfinition de lui-même jusqu'au dernier moment de son existence. Ce n'est pas une formule creuse, c'est une vérité clinique. Comment commence-t-on ? Souvent par une question très simple. Pas « qu'est-ce que les autres attendent de moi ?» mais « qu'est-ce qui me donne de la joie ? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie ? Dans quelle situation est-ce que je me sens le plus vivant, le plus authentique ? » Ces questions peuvent paraître naïves. Elles ne le sont pas. Elles sont au cœur de ce que la psychologie humaniste appelle l'actualisation de soi. Ce mouvement profond par lequel un être humain cherche à devenir ce qu'il est réellement, plutôt que ce que le monde a voulu faire de lui. Je me souviens d'une patiente, Sylvie,
qui avait 65 ans quand elle est venue me consulter pour la première fois. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Docteur, j'ai l'impression d'avoir enfin le droit d'exister. Elle avait attendu 65 ans pour se sentir autorisée à être elle-même, pour ne plus demander la permission. Et ce sentiment-là, cette libération tardive, était à la fois magnifique et un peu triste. Magnifique parce qu'elle l'avait trouvé. Triste parce qu'elle avait attendu si longtemps. C'est pour cela que je vous parle de cela aujourd'hui. Pas pour vous culpabiliser, pas pour vous dire que vous vous êtes trompé, mais pour vous dire, vous avez peut-être encore du temps. Utilisez-le. Si ce contenu vous aide, si quelque chose de ce que vous avez entendu jusqu'ici vous a fait réfléchir, je vous invite à prendre un moment pour vous abonner. Ainsi, vous continuerez à recevoir des réflexions sur la façon de vivre plus pleinement, plus authentiquement, plus consciemment. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, partagez cet épisode avec lui. C'est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Venons-en maintenant au deuxième regret. Et celui-ci, je dois vous dire, est celui qui m'a le plus surpris quand je l'ai commencé à l'entendre régulièrement. Ce n'est pas un regret spectaculaire. Ce n'est pas j'aurais voulu changer de métier ou j'aurais dû partir vivre à l'étranger. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus quotidien, et peut-être pour cela beaucoup plus douloureux. Le regret d'avoir laissé le travail dévorer la vie. Presque toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées et qui avaient mené des carrières intenses, absorbantes, me disaient la même chose. J'ai travaillé trop. Et attention, je ne parle pas uniquement de bourreaux de travail pathologique, de personnes qui n'avaient pas de vie en dehors du bureau. Je parle de gens normaux, consciencieux, qui aimaient leur métier, qui voulaient bien faire, qui étaient responsables. Des gens comme vous peut-être, comme moi. Le problème n'était pas le travail en lui-même. Le problème, c'était ce que le travail avait progressivement remplacé. Les dîners en famille auxquels ils n'avaient pas assisté. Les matchs de football de leurs enfants qu'ils avaient manqués. Les vacances reportées à l'année prochaine pendant 15 ans. Les conversations avec leurs conjoints qu'ils avaient écourtées parce qu'il y avait toujours quelque chose d'urgent à terminer. Un homme que j'ai rencontré dans un service de gériatrie, Robert, 77 ans, cadre supérieur à la retraite depuis 12 ans, m'a dit quelque chose que je trouve d'une lucidité bouleversante. J'étais dans les plus importantes réunions d'affaires de ma vie et en même temps j'étais absent des moments les plus importants de ma vie. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête. Être présent dans les endroits importants et absent dans les moments importants. C'est l'un des paradoxes les plus douloureux de notre époque. Pourquoi est-ce que cela arrive? Pas par malveillance, pas par égoïsme, très souvent par peur. La peur de ne pas être assez bon, la peur de perdre sa place, la peur du regard des autres. Et aussi, il faut le dire, parce que notre société récompense abondamment le travail et récompense beaucoup moins la présence. Personne ne vous applaudit parce que vous avez joué au sol avec vos enfants pendant 2 heures. Personne ne vous donne une promotion parce que vous avez eu une vraie conversation avec votre vieux père. Mais votre chef, lui, remarquera que vous avez terminé votre rapport avant l'heure. Nous vivons dans des cultures qui ont fait du travail une valeur morale. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et ce constat a des conséquences profondes sur la façon dont nous organisons nos vies, dont nous hiérarchisons nos priorités, dont nous répondons à cette question fondamentale. À quoi vais-je donner mon temps aujourd'hui? Le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas renouveler. Vous pouvez perdre de l'argent et en regagner. Vous pouvez perdre votre santé et parfois la retrouver. Mais le temps que vous n'avez pas donné à vos enfants quand ils avaient 5 ans, ce temps-là, personne ne vous le rendra.
Le temps que vous n'avez pas passé avec vos parents avant qu'ils partent, il est définitivement parti avec eux. Je ne vous dis pas cela pour vous accabler. Je vous le dis parce que peut-être il y a encore des moments récupérables. Peut-être que vos enfants ont encore besoin de vous, même s'ils sont adultes maintenant. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe attend encore cette conversation que vous avez sans cesse repoussée. Peut-être qu'il y a encore de la place pour ralentir un peu. En psychologie, on parle de ce qu'on appelle l'attention partagée versus l'attention pleine. L'attention partagée, c'est quand vous êtes physiquement présent, mais mentalement ailleurs. Quand vous dînez en famille, mais que votre tête est encore dans la réunion de l'après-midi. Quand vous regardez votre enfant jouer, mais que vous vérifiez vos mails en même temps. L'attention pleine, c'est tout autre chose. C'est la capacité à être vraiment là, dans ce moment précis, avec cette personne précise, sans que votre esprit soit déjà ailleurs. Les recherches sur la qualité relationnelle montrent quelque chose d'assez frappant. Ce qui détermine la qualité d'une relation n'est pas principalement le nombre d'heures passées ensemble. C'est la qualité de la présence pendant ces heures. Un enfant qui a 2 heures par semaine avec un parent vraiment présent, vraiment attentif, vraiment là, reçoit quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus nourrissant qu'un enfant qui a 10 heures par semaine avec un parent distrait, préoccupé, absent dans sa tête. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin de tout bouleverser votre vie pour commencer à changer quelque chose. Vous avez besoin de décider dans certains moments choisis d'être vraiment là, de poser le téléphone, de regarder l'autre dans les yeux, d'écouter non pas pour répondre mais pour comprendre. C'est simple à dire, c'est difficile à faire, mais c'est possible. Je me souviens d'un exercice que j'ai souvent proposé à des patients pris dans cette spirale du travail sans fin. Je leur demandais d'identifier dans leur semaine 2 ou 3 moments qui appartenaient exclusivement à leurs proches ou à eux-mêmes. Pas de compromis possible, pas d'exception admise. Un dîner le vendredi soir sans téléphone. Un dimanche matin avec les enfants sans agenda. 1 heure par semaine pour une activité qui n'avait aucune utilité productive, aucun rendement, juste du plaisir pur. Au début, beaucoup résistaient. Je ne peux pas. C'est une période chargée. Et je leur disais doucement. Depuis quand cela dure-t-il, cette période chargée ? La réponse, 9 fois sur 10, était depuis longtemps. La période chargée n'est pas une exception. Elle est devenue la norme. Et si elle est devenue la norme, alors ce n'est plus une période chargée. C'est une vie. Progressivement, ceux qui acceptaient cet exercice rapportaient quelque chose d'inattendu. Non pas que leur travail s'était effondré, que leur performance avait chuté, mais qu'ils se sentaient plus vivants, que le travail lui-même avait plus de saveur quand il n'occupait plus tout l'espace, que leurs proches les regardaient différemment, que leurs enfants venaient à nouveau les chercher. La vie n'attend pas. Et les personnes âgées qui me l'ont dit, qui ont eu l'honnêteté et la générosité de le dire, elles vous le disent à vous aujourd'hui depuis les pages du temps. Ne laissez pas votre vie devenir une liste de tâches. Elle mérite mieux que ça. Vous méritez mieux que ça. Nous allons maintenant aborder quelque chose que j'aurais peut-être hésité à évoquer il y a 20 ans, parce que cela touche à quelque chose d'intime, de délicat. Le 3e grand regret des personnes âgées, celui qui concerne les émotions, et plus précisément le regret d'avoir si peu exprimé ce qu'on ressentait vraiment. J'aurais dû leur dire que je les aimais. J'aurais dû lui dire merci. J'aurais dû lui demander pardon. Ces phrases, je les ai entendues des dizaines de fois, dites dans un murmure, parfois avec des larmes, parfois avec une tranquillité étrange, comme si la personne avait fini par accepter ce qu'elle ne pouvait plus changer. Pourquoi est-ce que nous n'exprimons pas ce que nous ressentons ?
C'est une question qui me fascine depuis mes débuts en psychiatrie. Les raisons sont nombreuses et profondément humaines. La première raison, c'est la peur du rejet. Si je lui dis que je l'aime et qu'il ou elle ne répond pas de la façon que j'espère, je serai blessé. Si je lui dis que je suis fier de lui, peut-être qu'il pensera que je suis trop sentimental. Si je m'excuse, peut-être que l'autre profitera de ma vulnérabilité. Cette peur-là, elle est archaïque. Elle est profonde. Elle vient de très loin dans notre histoire évolutive et dans notre histoire personnelle. La deuxième raison, c'est l'éducation. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des familles où les émotions ne se montraient pas, où la force se mesurait à la capacité à ne pas pleurer, où l'amour s'exprimait non pas par des mots mais par des actes, des sacrifices, de la présence silencieuse. Ce n'était pas mal. C'était une autre façon d'être. Mais elle laissait parfois des enfants devenus adultes sans les outils pour nommer ce qu'ils ressentaient. La troisième raison, c'est la procrastination émotionnelle. On se dit, je lui dirai plus tard. Il y aura un bon moment. Quand les choses se seront arrangées, quand on sera dans de meilleures dispositions, quand le contexte sera plus propice. Et le bon moment n'arrive pas, ou il arrive trop tard. Dans ma pratique, j'ai accompagné des personnes en deuil qui portaient un poids particulièrement lourd. Pas le poids de la perte en soi, qui est déjà immense, mais le poids de ce qui n'avait pas été dit, les mots d'amour retenus, les réconciliations jamais entamées, les gratitudes jamais exprimées. Ce deuil-là, ce deuil de l'inexprimé, est l'un des plus difficiles à traverser parce qu'il n'a pas de réparation possible. La personne est partie, on ne peut plus rien lui dire. Une de mes patientes, Jeanne, avait perdu sa mère après une longue maladie. Elle m'a dit, les yeux mouillés, j'ai été à son chevet pendant des semaines. Mais je n'ai jamais réussi à lui dire que je lui pardonnais nos années difficiles. Et maintenant, c'est trop tard. Et puis, elle a ajouté, plus bas. Pourtant, je crois qu'au fond, je lui avais pardonné depuis longtemps. Ce que Jeanne vivait là, c'est ce que le psychologue Georges Bonanno appelle le deuil compliqué, aggravé par les regrets de ce qui n'a pas eu lieu. Et c'est profondément évitable. Non pas que nous puissions tout prévoir, tout contrôler, mais parce que, dans la majorité des cas, nous avons encore du temps. Les personnes à qui nous n'avons pas dit l'essentiel sont souvent encore là. Alors je vous pose question, et je vous invite vraiment à y réfléchir. À qui n'avez-vous pas encore dit ce que vous ressentez ? À qui devez-vous un merci ? À qui devez-vous un pardon ou une demande de pardon ? À qui n'avez-vous pas encore dit « Tu comptes pour moi, tu m'as changé, ta présence dans ma vie a été un cadeau ». Ces mots, ces simples mots, ont un pouvoir que nous sous-estimons considérablement. La recherche en psychologie positive, notamment les travaux de Martin Seligman sur les lettres de gratitude, montre que le simple fait d'exprimer verbalement et sincèrement sa gratitude à quelqu'un a des effets mesurables sur le bien-être de celui qui reçoit ces mots, mais aussi, et c'est remarquable, sur le bien-être de celui qui les donne. Exprimer l'amour, la gratitude, le pardon ne nous appauvrit pas. Cela nous nourrit. Je ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Je ne vous demande pas de vous lever demain matin et de déclarer vos sentiments à tout le monde autour de vous. Je vous demande quelque chose de beaucoup plus petit. Pensez à une personne, une seule, une personne à qui vous n'avez pas dit quelque chose d'important. Et demandez-vous, est-ce que je pourrais trouver le courage de lui dire avant qu'il soit trop tard ? Si ce contenu vous touche, si vous sentez que quelque chose ici vous parle de votre propre vie, je vous invite à partager cet épisode avec quelqu'un à qui vous tenez. Parfois, c'est la façon la plus belle de lui dire que vous pensez à lui. Continuons avec le 4e regret. Celui-ci, je dois l'avouer, me touche personnellement parce qu'il concerne quelque chose que j'ai dû apprendre moi-même progressivement, avec parfois beaucoup de maladresse.
le regret d'avoir si peu pris soin de son corps et de sa santé. Attention, je ne vais pas vous faire un sermon hygiéniste. Je ne suis pas là pour vous dire combien de pas vous devriez faire par jour ou quelle alimentation est optimale. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est quelque chose de plus fondamental. C'est le rapport que nous entretenons avec ce corps qui nous porte. Les personnes âgées que j'ai rencontrées exprimaient ce regret d'une façon qui m'a frappé. Ce n'était pas « j'aurais dû faire plus de sport ». C'était quelque chose de plus profond. C'était « je n'ai pas écouté mon corps, je l'ai ignoré, je l'ai maltraité par négligence. Et maintenant il me présente la facture ». Le rapport au corps dans notre culture est paradoxal. D'un côté, nous vivons dans une société qui est obsédée par le corps, par l'apparence, par la minceur, par la performance physique. De l'autre, nous sommes des millions à vivre totalement déconnectés de nos sensations corporelles. Nous ne savons plus distinguer la fin véritable de l'ennui ou du stress. Nous ne savons plus distinguer la fatigue réelle du simple besoin d'une pause. Nous avons appris à ignorer les signaux que notre corps nous envoie, à les faire taire au nom de la productivité, de la performance, des obligations. Je me souviens d'un patient, Alain, 58 ans, qui était venu me consulter pour un burn-out sévère. Quand je lui demandais depuis combien de temps son corps lui disait qu'il allait trop loin, il a réfléchi un long moment et m'a répondu « Depuis au moins 5 ans. » 5 ans. Pendant 5 ans, son corps avait envoyé des signaux, des tensions dans les épaules, des insomnies, des maux de tête chroniques, des moments de vide intense. Et chaque fois, il avait trouvé une façon de contourner ces signaux plutôt que de les écouter. Ce n'est pas une critique d'Alain, c'est une description de quelque chose de très commun. Nous avons appris à traiter notre corps comme un instrument au service de nos objectifs, plutôt que comme un partenaire qui a ses propres besoins, ses propres limites, ses propres sagesses. La médecine psychosomatique, que j'ai longuement étudiée, nous montre quelque chose d'essentiel. Le corps et le psychisme ne sont pas deux entités séparées, ils sont un tout. Ce que nous vivons émotionnellement se grave dans notre corps. Les traumatismes non résolus s'inscrivent dans la posture, dans la respiration, dans la tension musculaire chronique. Le stress prolongé altère non seulement notre humeur, mais notre immunité, notre système cardiovasculaire, notre cerveau lui-même. Prendre soin de son corps, c'est donc prendre soin de soi dans sa totalité. Et les personnes âgées qui expriment ce regret ne parlent pas d'une discipline manquée. Elles parlent d'un manque d'amour envers elles-mêmes, d'une façon de s'être mis en dernier, toujours après les autres, toujours après les urgences, toujours après ce qui paraissait plus important. Et il y a une dimension supplémentaire, plus difficile à entendre peut-être. Prendre soin de son corps, c'est aussi une forme de respect envers ceux qu'on aime. Parce que quand nous négligeons notre santé, quand nous nous épuisons, quand nous tombons prématurément malades, par excès de travail ou par manque de sommeil ou par une alimentation que nous savions mauvaise, c'est aussi ceux qui nous aiment qui en portent le poids. Ce que je vous invite à faire, ce n'est pas de vous imposer un programme draconien. C'est simplement de commencer à vous traiter avec plus de douceur, avec plus d'attention, comme vous traiteriez quelqu'un que vous aimez vraiment. Parce que vous méritez cette attention. Votre corps mérite d'être écouté. Vos besoins méritent d'être pris au sérieux, non pas par égoïsme, par amour de la vie. Passons maintenant au 5e regret. Et celui-ci, je crois, est l'un des plus universels. L'un de ceux que j'ai entendus dans toutes les cultures, dans toutes les classes sociales, dans toutes les générations que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Le regret de ne pas avoir cultivé ses amitiés, d'avoir laissé les liens se défaire, d'avoir perdu des amis par manque de temps, par négligence, par orgueil, par la simple force d'inertie que la vie impose.
Les personnes âgées qui souffrent le plus de solitude ne sont pas toujours celles qui ont été abandonnées par les autres. Très souvent, ce sont des personnes qui ont elles-mêmes progressivement laissé leur relation s'amenuiser, qui ont dit oui à la carrière et non au dîner entre amis, qui ont choisi le confort du canapé plutôt que l'effort de maintenir un lien qui demandait un peu d'investissement. L'amitié est quelque chose d'étrange et de merveilleux. Elle ne ressemble à aucun autre type de relation. L'amour romantique a la force du désir et du projet commun. La famille a la force de la continuité et du sang. Mais l'amitié, elle, est entièrement libre. Elle n'est maintenue par aucune obligation légale, aucun contrat, aucun hormone. Elle existe uniquement parce que deux personnes ont décidé de continuer à s'accorder de l'importance. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est si précieuse et si fragile. Les recherches en psychologie sociale sur la solitude sont d'une clarté presque bouleversante. La solitude chronique est maintenant reconnue comme l'un des facteurs de risque les plus importants pour la santé physique et mentale. Plus que l'obésité selon certaines études, plus que le tabagisme modéré. La solitude tue, au sens littéral du terme, en fragilisant notre système immunitaire, en augmentant notre niveau de cortisol, en accélérant le déclin cognitif. Mais je ne veux pas vous parler uniquement de statistiques. Je veux vous parler de ce que l'amitié fait à l'âme. J'ai un ami d'enfance que j'appelle Pierre. Nous nous connaissons depuis l'âge de 8 ans. Nous avons traversé ensemble les doutes de l'adolescence, les enthousiasmes de la jeunesse, les deuils de l'âge mûr. Quand je passe du temps avec lui, il se produit quelque chose que je ne peux produire avec personne d'autre. Un sentiment d'être vu tel que je suis, avec mes contradictions, mes maladresses, mes zones d'ombre, sans le masque que nous portons tous, peu ou prou, dans nos relations professionnelles ou même familiales. Avec Pierre, je peux être imparfait. Et c'est un repos immense. C'est cela, l'amitié vraie. Non pas l'amitié de surface, l'amitié de circonstance, l'amitié des réseaux sociaux qui donne l'illusion de la connexion sans en donner la substance. Mais l'amitié profonde, celle qui résiste au temps, à la distance, au désaccord, à la vie qui change et qui nous change. Et cette amitié-là, elle ne s'entretient pas toute seule. Elle demande du soin. Elle demande qu'on appelle parfois juste pour prendre des nouvelles, sans raison particulière, qu'on accepte de se déplacer même quand on est fatigué, qu'on reprenne contact après un silence prolongé, même si c'est un peu embarrassant, qu'on dise à l'autre qu'il compte, pas seulement en pensée mais en acte. Je vous pose la question simplement. Quand avez-vous appelé un ami cher pour la dernière fois? Non pas pour un service, non pas pour répondre à son message, mais juste pour lui dire « je pensais à toi ». Si vous devez chercher la réponse très loin dans le temps, peut-être que c'est le moment de prendre votre téléphone. Pas après cet épisode, peut-être pendant la pause. Si ce que vous entendez résonne avec quelque chose dans votre propre vie, je vous invite à vous abonner pour continuer à recevoir ces réflexions. Et partagez cet épisode avec un ami à qui vous n'avez pas parlé depuis trop longtemps. Ce sera votre façon de lui dire que vous pensez à lui. Voici maintenant le 6e regret. Celui-ci, je dois vous le dire, est le plus difficile à formuler. Non pas parce qu'il est incompréhensible, mais parce qu'il touche à quelque chose que notre culture valorise énormément et qu'il remet en question. Le regret d'avoir passé sa vie à s'inquiéter des choses qui ne se sont jamais produites. Quand je vous dis cela, peut-être que vous hochez la tête, peut-être que vous souriez légèrement, parce que vous le savez quelque part. Vous savez que la plupart de vos inquiétudes ne se sont pas matérialisées, que la catastrophe que vous anticipiez ne s'est pas produite, que les scénarios du pire que vous construisiez la nuit, avec un talent certain pour le détail et la précision, sont restés des scénarios. Et pourtant, vous continuez à vous inquiéter.
Parce que l'inquiétude, c'est aussi une façon de se préparer, de se protéger, de prendre les choses au sérieux. Et c'est aussi parfois une illusion de contrôle. Si je m'inquiète suffisamment fort, alors peut-être que les mauvaises choses n'arriveront pas. Comme si l'inquiétude était une sorte de talisman contre le malheur. Les personnes âgées qui expriment ce regret ne parlent pas d'une légèreté irresponsable qu'elles auraient voulu avoir. Elles ne disent pas « j'aurais dû ne me soucier de rien ». Elles disent quelque chose de plus précis et de plus poignant. Elles disent « j'ai gâché beaucoup de beaux moments en me faisant du souci pour des choses qui n'avaient pas encore eu lieu. J'ai passé des vacances merveilleuses à angoisser pour le travail du lundi. J'ai été présente physiquement à des dîners de famille, mais absente mentalement, parce que je ressassais un conflit hypothétique. J'ai regardé mes enfants grandir avec dans un coin de la tête la peur constante qu'il leur arrive quelque chose. En psychiatrie, nous connaissons bien ce mécanisme. L'inquiétude chronique, ce que nous appelons parfois le worry, est l'une des formes les plus communes de souffrance psychologique. Non pas parce qu'elle est irrationnelle, mais parce qu'elle est inefficace. Elle consomme une énergie considérable sans produire de véritable protection. Et surtout, elle nous arrache au présent. Le présent est l'unique endroit où la vie se passe. Pas hier, pas demain. Maintenant. Et l'inquiétude nous projette en permanence dans un futur hypothétique, un futur souvent imaginaire, où tout pourrait mal se passer. Pendant ce temps, le présent se déroule sans nous. Les enfants grandissent pendant que nous nous inquiétons de leur avenir. Le partenaire vieillit pendant que nous rimblons des scénarios de conflit. Le printemps passe pendant que nous calculons des risques. Je ne vous demande pas de cesser de planifier ou d'être prudent. La prudence est une sagesse. Je vous demande de distinguer l'inquiétude utile, celle qui mène à une action concrète et à une décision raisonnable, de l'inquiétude vaine, celle qui tourne en rond, qui s'auto-alimente, qui ne produit rien d'autre que de l'épuisement et une diminution de votre présence à votre propre vie. Il existe une pratique que j'aime beaucoup et que j'ai souvent proposée. Quand une inquiétude survient, posez-vous 2 questions. La première, est-ce que je peux faire quelque chose de concret à ce sujet maintenant ? Si oui, faites-le. Sinon, passez à la deuxième question. Est-ce que m'inquiéter de cela me sera utile dans les 5 prochaines minutes ? La réponse est presque toujours non. Et cette réponse peut être une invitation à revenir au présent, à ce qui est là, à ce qui est réel, à ce qui est vivant. Les traditions contemplatives, aussi bien bouddhistes que chrétiennes, aussi bien stoïciennes que taoïstes, toutes insistent sur ce même point central, le moment présent est tout ce que nous avons. Pas en signe de résignation, en signe de lucidité. Parce que c'est dans ce moment présent que la tendresse est possible, que la beauté est perceptible, que le contact avec l'autre est réel. Cultivez le présent. Non pas comme une technique de bien-être, comme un acte d'amour envers votre propre vie. Nous approchons de la fin de notre exploration ensemble. Et le 7e regret que je veux partager avec vous est peut-être le plus universel de tous, le plus humain, le plus profond. Le regret de ne pas avoir su pardonner et de ne pas avoir su accepter de l'être. Le pardon est l'un des territoires les plus complexes et les plus mal compris de la vie psychologique. Pendant longtemps, il a été envisagé comme quelque chose d'essentiellement moral ou religieux. Pardonne parce que c'est bien. Pardonne parce que Dieu le demande. Pardonne parce que c'est ce que font les bonnes personnes. Mais la psychologie contemporaine nous offre une lecture différente, et je crois plus juste, du pardon. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Laissez-moi vous expliquer. Quand nous portons une rancune, quand nous gardons un ressentiment non résolu contre quelqu'un qui nous a blessés, que se passe-t-il réellement ?
La personne qui nous a fait du mal continue sa vie, souvent sans même savoir ou se souvenir précisément de ce qu'elle a fait. Mais nous la portons, nous la promenons partout avec nous. Elle occupe une place dans notre cerveau, dans notre énergie, dans notre espace intérieur. Elle vit dans nos conversations, dans nos ruminations nocturnes, dans nos réactions parfois disproportionnées à des situations anodines. Le ressentiment non résolu est comme boire du poison en espérant que c'est l'autre qui va en mourir. Cette formule, attribuée à diverses sources, est d'une pertinence clinique redoutable. J'ai vu des gens ruiner leur santé physique et mentale par des rancœurs qu'ils portaient depuis décennies. J'ai vu des familles brisées non pas par la blessure originelle mais par l'incapacité à traverser cette blessure vers quelque chose de plus libre. Une femme, Hélène, 72 ans, ne parlait plus à sa sœur depuis 23 ans. Pour une raison qui, au fil du temps et des récits successifs, s'était transformée en quelque chose d'à peine reconnaissable par rapport à la blessure initiale. Elle avait, me disait-elle, des conversations imaginaires avec sa sœur. Elle rejoignait les disputes, les arguments, les justifications. Et dans le même temps, elle avait conscience que sa sœur, peut-être, ne pensait plus du tout à tout cela. Le pardon ne signifie pas nier la blessure. Il ne signifie pas dire que ce qui s'est passé n'était pas grave. Il ne signifie pas reprendre une relation avec quelqu'un qui vous a fait du mal si cette relation n'est pas saine pour vous. Le pardon, dans sa définition psychologique la plus précise, signifie libérer votre propre cœur du poids du ressentiment. Décider que vous n'allez plus laisser cette blessure ancienne définir votre présent. Et puis, il y a l'autre versant du pardon, peut-être encore plus difficile, se pardonner à soi-même. Les personnes âgées qui souffrent le plus dans les dernières années de leur vie ne sont pas toujours celles qui portent les rancœurs contre les autres. Ce sont parfois celles qui n'ont jamais réussi à se pardonner à elles-mêmes. Pour une erreur commise dans leur jeunesse, pour une décision regrettable, pour un moment de faiblesse, pour avoir fait du mal à quelqu'un qu'elles aimaient, pour n'avoir pas été à la hauteur de ce qu'elles croyaient devoir être. L'autoflagellation chronique, cette sévérité sans fin envers soi-même, est l'une des formes les plus répandues et les plus dévastatrices de souffrance psychologique. Et elle repose sur une erreur fondamentale de logique. Elle suppose que se punir soi-même est utile, que se condamner sans rémission est une façon de réparer, que souffrir de ses erreurs passées est une forme de justice. Mais souffrir de vos erreurs passées ne les efface pas. Cela n'aide pas les personnes que vous avez blessées. Cela ne vous rend pas meilleur. Cela vous épuise. Cela vous prive du présent. Et paradoxalement, cela vous rend souvent moins capable d'être bon envers les autres, parce qu'une personne qui se croit fondamentalement mauvaise ou indigne a beaucoup de mal à donner généreusement. La compassion envers soi-même, ce que la chercheuse Christine Neff appelle la self-compassion, n'est pas de la complaisance. C'est la capacité à se traiter avec la même bienveillance que vous témoigneriez à un ami cher qui vous raconterait les mêmes erreurs, les mêmes manquements, les mêmes regrets. Vous ne lui diriez pas « Effectivement, tu es une mauvaise personne et tu mérites de souffrir ». Vous lui diriez « Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu étais à ce moment-là. Tu peux apprendre, tu peux grandir et tu mérites toujours d'être aimé. Cette voie-là, vous pouvez l'apprendre. Elle n'est pas naïve, elle est sage. Elle est thérapeutique et elle est disponible pour vous maintenant, quelle que soit l'histoire que vous portez. Voilà. Nous avons parcouru ensemble 7 territoires du regret. 7 façons dont les personnes âgées nous tendent la main par-delà les années pour nous dire « Faites attention à ceci, prenez soin de cela, n'attendez pas pour vivre ce qui compte vraiment. » Permettez-moi de récapituler avec le même calme et la même chaleur avec laquelle nous avons commencé ce voyage. Le premier regret
avoir vécu la vie des autres plutôt que la sienne. Rappelez-vous la musique que vous êtes venu jouer dans ce monde. Cherchez-la, écoutez-la, permettez-vous de la jouer. Le deuxième regret, avoir laissé le travail dévorer la vie. Le temps que vous donnez à ceux que vous aimez n'est pas du temps perdu. C'est le temps le plus richement investi que vous puissiez offrir. Le troisième regret, n'avoir pas exprimé ce qu'on ressentait vraiment. Les mots que vous n'avez pas encore dits à ceux qui comptent pour vous ont encore le temps d'être prononcés. Trouvez le courage. Le quatrième regret, avoir négligé son corps et sa santé. Votre corps est votre compagnon de toute une vie. Il mérite votre attention, votre respect, votre écoute. Le cinquième regret, avoir laissé ses amitiés se défaire. L'amitié profonde est l'un des trésors les plus rares et les plus précieux de l'existence humaine. Elle mérite d'être cultivée avec soin. Le sixième regret, avoir gâché le présent à s'inquiéter d'un futur imaginaire. La vie se passe maintenant, pas plus tard. Pas quand tout sera parfait. Maintenant, dans cette imparfaite et belle réalité. Le septième regret, ne pas avoir su pardonner aux autres et à soi-même. Le pardon est une libération, non pas pour l'autre, pour vous. Ces 7 regrets ne sont pas une liste de reproches, ce sont des invitations, des portes ouvertes vers une façon d'être plus alignée, plus présente, plus vivante. Je voudrais terminer avec une image qui me revient souvent. Imaginez une personne très âgée, assise dans un fauteuil, qui regarde par une fenêtre. Elle a vu beaucoup, elle a traversé beaucoup, et dans son regard, il y a une sagesse que les années ont déposée comme une lumière douce. Elle ne peut plus changer ce qui a été, mais elle peut encore, peut-être, transmettre. Vous dire, faites attention, soyez là, dites ce qui compte, aimez sans retenue, vivez votre vie. Cette personne-là, je l'ai rencontrée des dizaines de fois. Et chaque fois, j'ai eu le sentiment qu'elle m'offrait quelque chose d'immense, quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre dans les livres. Ce que j'espère de tout cœur, c'est que ce que vous avez entendu aujourd'hui vous accompagnera, pas comme une leçon qu'on mémorise, mais comme une présence douce, un rappel qui revient de temps en temps, dans les moments où vous sentirez que vous êtes en train de passer à côté de ce qui compte. Vous méritez une vie que vous pourrez regarder en arrière avec tendresse, pas avec la perfection d'une vie sans erreur, mais avec la satisfaction d'une vie vraiment vécue, d'une vie où vous avez dit l'essentiel, où vous avez aimé vraiment, où vous avez été là. C'est tout ce que les personnes âgées nous demandent. Et c'est en réalité tout ce que la vie nous demande. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce chemin que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui, ces réflexions que nous avons partagées, elles n'ont de valeur que si elles se transforment en quelque chose de concret dans votre quotidien. Même une petite chose, même un seul geste, un appel passé, un mot dit, une heure retrouvée. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami, peut-être un proche qui traverse une période difficile, peut-être simplement quelqu'un à qui vous voulez dire, sans les mots, que vous pensez à lui. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et n'attendez pas.